Bonjour à tous, bienvenue sur le FBT Live, on est ravis de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler un an après du fameux débat que nous avions fait sur l'écologie. Alors, je vais d'abord poser une question à mes invités. En un an, l'homme est-il devenu plus vertueux? Messieurs. Moi j'ai envie de dire non. Au niveau global en tout cas non. On sait qu'il y a des centaines de nouvelles centrales au charbon qui sont faites alors qu'on a plutôt des visions un petit peu plus de long terme. Donc j'ai envie de dire non. Ouais. Moi j'ai plutôt envie de dire il est devenu plus conscient. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'homme a pris conscience qu'effectivement il pouvait avoir un impact phénoménal sur l'environnement. Oui. Et on a expérimenté tous pendant le confinement comme des rats de laboratoire, une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on on est resté chez soi, donc on n'a pas émis de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'il est devenu plus conscient en tout cas. D'accord. Et moi je dirais non. Alors oui, l'empreinte a diminué, mais non parce que je pense que le comportement n'est pas encore modifié. Alors, en un an, on n'a plus de quadri-réacteurs civils, corrigez-moi Xavier si je me trompe, qui exercent dans le ciel français, plus de 747, plus de 380, plus d'A340. Oui. Voilà, donc la question, est-ce que ça a été quelque part une opportunité opérationnelle ou une opportunité écologique à votre avis? Non, c'était une accélération d'une transformation qui était prévue. C'était des avions qui étaient peu efficaces d'un point de vue à la fois énergétique mais aussi d'un point de vue coût parce que plus on a de réacteurs, plus ça coûte cher en maintenance. Bien sûr. Donc c'était des avions qui étaient amenés à disparaître. La 380, c'est un avion relativement récent, mais il faut en avoir plein pour qu'il soit rentabilisé. Et là, avec la baisse du trafic qui est observée, forcément, un avion, quand il n'est pas totalement rempli, il est très très peu rentable. Et plus votre avion est gros, plus c'est difficile de le remplir. Donc tous ces gros avions ont disparu. D'un point de vue transition écologique, évidemment, c'est tout à fait favorable parce que la future flotte qu'on aura dans 5-6 ans, quand on sera revenu au niveau de trafic d'avant-crise, eh ben, les avions seront plus efficaces en moyenne. Mais évidemment, ce n'était pas un choix économique, là, c'était vraiment quelque chose qui était subi. Charles-Adrien, on peut dire que la crise de la Covid-19 a été salutaire pour l'environnement. C'est pas abusé de dire ça? Je pense que c'est un peu abusé parce que c'est avant tout une crise sanitaire. Elle montre, en fait, on n'est pas dans une inflexion complète d'une courbe, on est dans un effet ponctuel. Donc après, ça peut avoir des effets de long terme. Je pense qu'elle a été intéressante d'un point de vue, justement, réflexion sur l'inscription de l'humain dans l'environnement. Et se rendre compte qu'en fait on était très vulnérables et donc que ça pouvait avoir des impacts et qu'en fait on n'était pas dans une société invulnérable où la technologie pouvait apporter réponse à tout. Laurent, vous êtes éditeur de solutions, on va dire en clair, éditeur de SBT pour les TMC, c'est-à-dire que vous faites les outils de réservation destinés aux agences de voyage avec une orientation très, je dirais, verte. Alors justement, est-ce que l'écologie, avec tout ce qui se passe en ce moment, elle n'est pas passée un peu au second plan? Ça dépend à qui on s'adresse. Les entreprises n'ont pas un comportement uniforme. Il y a des entreprises qui sont très regardantes sur les coûts, sur la finance et de plus en plus sur la qualité de vie au travail et pour certaines pour l'empreinte carbone qu'elles peuvent avoir, donc quel impact elles peuvent avoir sur l'environnement. Pour ces entreprises-là, je pense qu'elles ont les moyens d'agir et nous on veut leur donner les moyens d'agir grâce à leurs partenaires que sont les TMC pour justement lors des réservations influencer le comportement du voyageur d'affaires et lui faire préférer un transport décarboné lorsque la durée et le budget sont des paramètres équivalents. Ça reste quand même un objectif majeur en fait pour le voyageur et pour les décideurs? Ou alors est-ce qu'il y a un désalignement Moi je pense que le voyageur d'affaires est d'abord une personne qui a, donc, comme on le disait tout à l'heure, une conscience qui grandit sur l'environnement. Donc au sein de son entreprise, elle est bien consciente qu'elle ne peut pas avoir un comportement différent de sa vie personnelle. Donc elle va avoir aussi envie d'avoir les moyens d'agir et effectivement si on lui met les moyens de réfléchir très vite sur un Paris-Marseille qui peut être tout à fait équivalent en termes de durée et budget si on prend tout le temps, toutes les durées d'accès au transport et le budget, elle va bien se rendre compte qu'il peut y avoir des facteurs phénoménaux. C'est 1 kg de CO2 pour un Paris-Marseille en train et ça va être plus de 200 kg en avion. Donc là, le voyageur d'affaires va effectivement faire le bon choix. Alors on va y revenir tout de suite avec Xavier justement sur les vrais chiffres, également avec Charles-Adrien Louis. Je vous rappelle simplement que vous pouvez poser vos questions au travers le chat qui est à votre disposition sur le système que nous avons mis en place. Alors Charles-Adrien et Xavier, une question, les vrais chiffres c'est quoi? Parce qu'on parle de pollution de l'aérien, mais tout pollue. De toute façon, le train pollue, la voiture pollue. De quoi on peut parler? Si on regarde juste pour l'avion, si on prend la totalité, c'est-à-dire de la construction des pistes jusqu'au recyclage des avions avec les émissions de CO2, un avion qui décolle, on est à 3,4 litres, en équivalent voiture, 3,4 litres de carburant par passager par 100 km.
sachant que l'avion fait des lignes droites, donc si vous faites un Paris-Nice, vous avez 150 km de plus en voiture que si vous le faites en avion. Donc c'est difficile de le comparer sur des distances, il faut plutôt prendre des trajets réels. Et là, les nouveaux avions, on est plutôt autour de 2,3 litres au 100 par passager. Si on fait du vol long courrier, on est à 2,7 litres au 100 par passager, ce qui est en gros une division, on divise par 5 en gros depuis qu'on améliore le 707, le Boeing 707. On fait que l'améliorer depuis 50 ans. On arrive à la fin de cette technologie, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc là, on arrive à des ruptures technologiques. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut maintenant changer de techno, il faut aller vers de nouvelles solutions. Pour encore diviser par 5, par 8, par 10, il faut vraiment faire autre chose de nouveau parce que là, on arrive au bout d'une technologie. J'ai envie de vous demander, elles existent ces technos aujourd'hui ou elles sont en laboratoire? On a déjà des tests qui sont faits? Comment ça se passe ça? Alors, les technologies, je pense que d'autres sauront en parler mieux que moi. Ouais, oui, elles existent dans le sens où on sait vers où aller. Ouais. Par contre, on n'a pas le temps pour y aller. Et ça, c'est l'argument que nous on donne. Pour revenir sur les chiffres, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par passager kilomètre, effectivement, l'avion émet finalement peu moins que la voiture. Par contre, l'avion, il donne la possibilité de faire beaucoup plus de kilomètres par passager. Et si on compare à 1 heure de trajet, en fait, 1 heure de trajet en voiture ou 1 heure de trajet en avion, en fait, on a quand même un facteur 10 dans les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que l'avion, par heure possible, permet de parcourir plus et donc d'émettre plus. Et en fait, quand on regarde les comportements, les gens ne réfléchissent pas tant en kilomètres, mais plutôt en temps qu'ils vont consacrer à leur voyage. Et donc, ils mettent beaucoup plus par l'avion que par la voiture. D'accord. Laurent, une question, cette approche, justement, cette prise de conscience éco-responsable, on veut dire comme ça, on va parler d'écologie, de sécurité, de santé, puisque maintenant c'est à la mode par force. Est-ce qu'elle est multigénérationnelle ou est-ce que ça s'adresse vraiment aux jeunes générations? J'ai envie de vous poser aussi la question, Charles-Adrien. Est-ce que c'est vraiment tout un ensemble, toute une communauté qui prend conscience de cet impact? On pourrait penser évidemment que les jeunes générations sont plus éco-conscientes parce que c'est un monde dans lequel elles vont vivre pendant plus de temps que les générations plus âgées. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que maintenant, cette conscience s'est développée à travers toutes les générations. On peut être aussi conscient pour ses enfants, ses petits-enfants du monde qu'on va leur laisser. Je suis assez d'accord avec Charles-Adrien sur le fait qu'il est très très urgent d'agir et d'être beaucoup plus sobre sur nos émissions de carbone et effectivement de faire ce que les anglo-saxons appellent du trade-off, de l'arbitrage lorsqu'on doit se déplacer pour choisir effectivement le meilleur moyen de se déplacer ou ne pas se déplacer. Aujourd'hui, on est, je pense, tous, on a digitalisé nos relations à marche forcée. C'est peut-être d'ailleurs pas la solution. 100% du télétravail, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, quand on se déplace, il faut réfléchir en 3D. Voilà, durée, budget et empreinte carbone et essayer d'être le plus sobre possible. Et les entreprises ont les moyens, je dirais aujourd'hui, de le faire beaucoup plus que le consommateur. Alors Xavier, justement, les constructeurs ont pris le taureau par les cornes, si on peut dire. On parlait tout à l'heure de technologie avec Charles-Adrien. L'hydrogène est une solution aujourd'hui. On parle d'hydrogène, on parle d'électrique, on parle quand même. Ça dépend à quelle échelle on parle. Voilà. Les petits avions électrifiés, c'est transformer des avions de petite taille, moins de 15 sièges. Par exemple, vous regardez Harbour Air au Canada, la totalité de leur flotte, 300 vols par jour, pour des avions qui font 400 km, vont être en électrique dès l'année prochaine. Donc vous avez aujourd'hui des transformations qui sont en train de se faire. On a vu hier Volta Aero qui a fait son premier vol avec un avion hybride électrique. On voit le CL500 qui nous fait du moins 90% en termes d'émissions de CO2 parce que c'est de l'hybride plus, et là on est avec du kérosène actuel. Et demain, effectivement, mais par contre, ce sera peut-être 2030, 2035, on aura des systèmes matures sur des avions beaucoup plus gros. Donc aujourd'hui, on commence par les petits avions, parce que des avions de 8-10 sièges, c'est plus simple. Et progressivement, on va arriver sur les tailles plus grosses. La question, c'est est-ce qu'on aura trouvé les ruptures technologiques qui permettent de faire un avion qui soit sûr avec de l'hydrogène? Parce que c'est inflammable, parce que c'est explosif, donc il y a plein de questions. Et ça, on le saura que dans 5 ans. Est-ce qu'on fera des batteries très très efficaces? Et Elon Musk vient d'annoncer effectivement que pour 2023, on était en avance de 2 ans sur son programme de batterie. Donc là, peut-être qu'on aura des batteries qui sont d'une densité nécessaire pour faire des petits avions sur 1000-1500 km à la fin d'ici 2025, donc très rapidement. Par contre, est-ce que ce sera ça ou ça? Aujourd'hui, on ne le sait pas et ça, ce sera dans 5 ans seulement qu'on aura réellement les réponses. Alors, on a une question qui vient d'arriver sur le chat pour Laurent, justement. Enfin, je pense que c'est Laurent qui est le plus à même de répondre, bien que vous pouvez aussi prendre la parole, messieurs. Alors, quelle est la différence d'approche, en fait, entre le voyageur d'affaires et le voyageur lambda? Est-ce qu'il a un comportement différent? À mon sens, le voyageur lambda réfléchit d'abord, je vais faire une généralité, tout le monde ne réfléchit pas de la même manière, mais on réfléchit d'abord par le prix.
Ouais. Pour le loisir, finalement, le moyen de transport, c'est un moyen d'aller à une destination de rêve. Voilà, on veut passer du bon temps. Donc, effectivement, si pour 25 €, je peux aller à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout de l'Europe et visiter toute l'Europe pour pas cher, je vais réfléchir que c'est effectivement pas cher et donc je vais passer du bon temps. Le voyageur d'affaires peut réfléchir autrement. Donc, le comportement n'est pas le même et nous, on veut apporter. C'est pour ça qu'on pense que les entreprises ont le moyen de réfléchir autrement et de consacrer peut-être un budget plus élevé pour se déplacer et préserver l'environnement. Alors justement, on parle de petits avions, on parle de budget plus élevé. Quelque part, la planche de salut, ce n'est pas l'aviation d'affaires? L'aviation d'affaires, c'est la seule qui ne s'est pas effondrée. Ouais. Le nombre de vols d'affaires cet été a été exactement le même qu'en 2019. Alors que le reste de l'aviation, c'est moins 50, moins 60%, une catastrophe. Oui, donc très clairement, les professionnels qui ont eu besoin de continuer à se déplacer, ils ont utilisé ces avions-là, certainement des gens qui étaient très riches, qui voulaient partir en vacances aussi. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est important, c'est certainement l'aviation qui progresse le plus vite et qui va continuer à progresser parce que les coûts baissent énormément. Et aujourd'hui, vous voulez déplacer 4-5 professionnels, et bien finalement, vous regardez un jet privé que vous allez prendre, ça va coûter le même prix que de prendre une compagnie classique. Et le bilan carbone, par contre, est beaucoup plus important. Donc la vraie chance, c'est justement que c'est cette aviation la plus émettrice de CO2 par passager qui va être la première à pouvoir se décarboner. Maintenant, très clairement, il y a une question de coût. Le coût, le professionnel, la réalité, c'est que si un professionnel coûte 10 000 € par jour, ben, on va lui payer un jet privé. Et en fait, c'est la valeur d'une personne qui compte. Et les compagnies, les sociétés sont prêtes parfois à mettre beaucoup d'argent pour faire gagner du temps. Quand on regarde les trucs pour aller maintenant au Japon en 3 heures en passant par la stratosphère, il y a Greta qui fait une apoplexie en regardant ça. Mais puis s'il y a un modèle rentable derrière, évidemment, ça va se développer. Mais on reste sur une aviation de niche. Ce n'est pas l'aviation de masse. C'est 2% des émissions de l'aviation. J'allais poser la question justement. Donc on ne règle absolument pas le problème de l'aérien avec ça. Ça peut tirer un peu comme les Formule 1 tirent le développement automobile, ça peut tirer des développements technologiques. Mais par contre, on a toujours cette masse d'avions qui transportent d'ailleurs aussi de l'aviation d'affaires, mais de l'aviation personnelle, qui elle est encore en vol. Et quelles que soient les ruptures technologiques qu'on imagine, alors on ne sait pas encore si elles sont faisables ou pas, les répliquer à grande échelle, ça prend du temps. Et le problème, c'est qu'avec le changement climatique, là, on est arrivé vraiment au pied du mur et on n'a plus ce temps à consacrer. Donc c'est ça qui fait que on est un certain nombre à considérer qu'aujourd'hui, la sobriété dans la réflexion sur l'aviation, c'est-à-dire voler moins, est nécessaire si on veut respecter nos engagements par rapport au climat. C'est une tendance, de toute façon. Ouais, juste un petit point. Bien sûr. La réalité aussi, c'est qu'on a cette évolution qui se fait, qui est certes acquise. Les gens voyagent de moins en moins. Il y a une nécessité de voyager qui va être de plus en plus faible. Et on sait aussi que les voyageurs vont plutôt faire un voyage de 3 semaines plutôt que 3 voyages d'une semaine. Donc on a quand même cette évolution, cette structure de la demande qui change. Airbus, enfin l'association LATAG, qui nous a dit maintenant la croissance prévue de l'aviation sera que de 3% par an jusqu'en 2050, au lieu de 4% avant la crise. Donc on a vraiment une structure de la demande qui a évolué. On n'est pas sur une tendance à la décroissance. Éventuellement, si l'Europe finit par stagner et rester à son niveau de 2019, les autres vont exploser. Un petit point, on n'a pas besoin d'attendre une rupture technologique pour faire mieux avec les avions actuels. On estime qu'en optimisant les opérations, en optimisant le sol, etc., on peut déjà diviser demain, réduire de 25% les émissions de CO2 de l'aviation actuelle sans avoir besoin de changer la flotte. Donc on va vraiment optimiser ce qu'il y a aujourd'hui, sans compter le fait d'avoir des carburants alternatifs. Puis ensuite, en 2030-2035, on va massifier la transformation des autres avions. Mais du coup, il ne faut pas croire qu'on va rester stagnant jusqu'en 2035, et tant mieux. Une question pour vous, Laurent, qui vient d'arriver sur le chat. Votre solution, est-ce qu'elle prend en compte justement l'intégration des téléconférences? Parce que quelque part, quand même, il y a aussi un impact environnemental. Enfin, Charles-Adrien ne va pas me dire le contraire, je pense. Le numérique fait aussi de la pollution. Attention, pollution, ce n'est pas forcément de l'émission, des émissions de CO2. Non, on ne s'est pas réservé de la visioconférence grâce à mon système de réservation, c'est plutôt du transport. En revanche, nous étudions et on a lancé un prototype lors du salon ProDurable pour évaluer les impacts justement des transports, quels que soient les transports, que ce soit les transports courte distance, la flotte de voitures et les habitudes domicile-travail, le travel et aussi justement le numérique, donc quand il vient en substitution d'un déplacement. Donc là, on est en train de travailler sur un produit qui va absorber toutes ces datas-là de l'entreprise pour évaluer les impacts économiques, environnementaux et RH, le temps qu'on passe. Non, pour l'instant, donc la réponse est non, je ne sais pas réserver une visioconférence, mais on va pouvoir en évaluer son impact après. L'impact est important, Charles-Adrien, vous avez fait des mesures, vous, là-dessus? Oui, en fait, on se sert toujours de cet argumentaire, mais oui, tout a un impact, et le numérique a un impact. Mais par contre, l'impact au kilo de données qui sort reste relativement faible par rapport à un déplacement. En fait, ça va être une question de durée, de qu'est-ce que l'on fait. Si vous avez un déplacement de 10 km à faire
pour une réunion de 3 heures, c'est évident qu'il faut le faire en voiture éventuellement que de faire une visio, parce que là, l'impact sera plus important. Par contre, si vous avez un déplacement de 4000 km à faire pour 1 heure de réunion, là, la visio sera sans commune mesure beaucoup plus faiblement émettrice de CO2. Donc, il y a une juste mesure. Oui, il y a un impact. On ne peut pas dire que dans tous les cas, la visio, c'est mieux, mais dans beaucoup de cas, la visio, c'est mieux. Et à partir du moment où le déplacement est assez significatif, la visio, c'est mieux. Là, je parle juste sur l'impact environnemental. Parce qu'après, il y a aussi d'autres questions sur l'impact social d'un déplacement, l'efficacité. C'est à peu près 1 gramme, c'est à peu près 1 gramme, moi j'ai lu des études là-dessus, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est à peu près 1 gramme par minute d'une visioconférence avec de la vidéo. Donc plus on va passer de temps quand on passe de la journée en visioconférence à plusieurs, donc on va multiplier par le nombre de participants et par le nombre de minutes passées. Donc c'est vrai que ça peut vite monter. Voilà, ça peut vite monter. Maintenant, on va quand même rester assez loin, je dirais, d'un transport. Par exemple, si on veut faire un Paris-Lyon, même en train, on va émettre on va émettre 2 fois plus de CO2 que de faire une visioconférence, par exemple, à 2 pendant 3 heures. Donc, voilà. Mais est-ce qu'on ne perd pas en efficacité commerciale aussi? Si on va voir un client pour faire un closing d'un contrat, c'est peut-être mieux d'y aller que de faire une visioconférence pendant des heures avec lui et finalement pas avoir son contrat. Donc c'est vraiment du trade-off, de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je ne perds pas en efficacité commerciale, donc en chiffre d'affaires, en ne voyageant plus et en faisant tout en visioconférence. Alors, juste un petit point, il faut aussi voir quand même que les professionnels en général, quand ils peuvent remplacer 1 heure de réunion, ils le font clairement en visio. Les gens qui se déplacent, une immense majorité de gens qui se déplacent, c'est parce que moi quand je traverse la Méditerranée, c'est parce que je veux voir des installations en Allemagne, tout ça, je vais voir des gens, je vais voir des physiques, il y a des évolutions. Et peut-être qu'il y a 5-10% des voyages, 10% ça me paraîtrait énorme, qui sont juste une réunion de 2-3 heures qu'on peut remplacer, mais la réalité c'est que l'immense majorité des déplacements professionnels sont incompressibles et sont nécessaires. J'ai envie de vous parler de biocarburant. On parle de biocarburant, on est dans la réalité, on est pour l'instant dans l'expectative, ça reste infime. C'est infime. Par contre, il y a un grand avenir. La grosse différence, les biocarburants, c'est ce que tu disais pour les voitures, et le gros problème, c'est que c'était en concurrence avec la nature, c'est-à-dire qu'on prend de l'huile de palme, ou avec l'alimentation. Et donc, ça a fait augmenter le prix de l'alimentation parce qu'on prend du maïs et de la betterave. L'aviation a choisi de absolument pas utiliser tout ça. Ça va être uniquement des huiles de friture. 30 000 tonnes de carburant ont été créées l'année dernière en France juste par la récolte de l'huile de friture usagée. Et l'objectif, c'est de prendre des graisses animales, etc., tout ce qui est de la poubelle. Le recyclage. La deuxième génération, ce sera des feuilles d'arbres et des pelouses qui sont perdues, qui sont gâchées. Et donc là, pour la fin de la décennie, on espère être autour de 5% sur l'Europe, avec une baisse du bilan carbone de ce carburant qui serait autour de moins 70%. Mais en global, il faut avouer que c'est quand même quelque chose qui est infinitésimal, et aujourd'hui, c'est 0, quelque chose %, c'est rien. Mais il y a un sujet beaucoup plus important, c'est que ces biocarburants, donc effectivement, qui sont en compétition, même ça c'est une question d'allocation de nos terres ou de la partie de la matière, c'est à quoi est-ce qu'ils vont servir? Est-ce qu'on va les mettre dans les avions? Est-ce qu'on va les mettre dans les voitures? Est-ce qu'on va les mettre dans les bateaux, etc. Et tout le monde, en fait, aimerait cette technologie-là. Et donc, en fait, il y a un moment donné où la réflexion, elle doit sortir uniquement du secteur aérien pour se dire quelles sont les technologies les plus appropriées à chaque secteur. Est-ce que l'hydrogène, en fait, c'est pour l'avion ou est-ce que c'est pour la voiture? Est-ce que l'électricité, c'est pour la voiture ou l'avion? Est-ce que les agrocarburants, c'est pour les bateaux, etc. Et trouver quel est le meilleur équilibre de tout ça, parce que sinon, en fait, chaque acteur va aller dans sa solution sans réfléchir aux autres, et en fait, on va se retrouver avec un manque d'approvisionnement. Et ce manque d'approvisionnement fait que, on aura des raffineries qui se feront à l'huile de palme, on aura du betterave qui sera utilisé massivement pour faire des carburants, au détriment de l'alimentation, et donc au détriment des personnes qui n'auront pas de quoi se nourrir. Et ça, c'est toute la force de votre cabinet, justement, c'est de faire ces études et d'aider les gens à prendre les bonnes décisions. En tout cas, Charles-Adrien, merci. Merci également à Laurent. Laurent, encore une fois, le SBT pour les TMC. Donc, pour le décodage, vous pouvez toujours aller chercher le glossaire, en fait, sur Déplacement Pro. Vous allez voir, c'est relativement simple. Et l'expert aéronautique incontesté, Aviation Next, j'ai toujours un grand plaisir à le recevoir parce qu'il est toujours très clair dans ses explications. Merci Xavier. Merci à tous et merci à vous de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a donné un peu plus de visibilité, justement, sur l'impact environnemental, écologique des déplacements d'affaires. Je n'ai pas dit de l'aérien. Merci.